Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le tout dernier chapitre du cours INF 2610, noyau d'un système d'exploitation. Donc, on va parler des fichiers. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la première partie du chapitre 10 sur les entrées-sorties, je vous conseille fortement de le faire. Donc, un système de fichiers, c'est la partie du système d'exploitation qui prend en charge la manipulation des fichiers et de gérer une unité de stockage, un disque, une partition, etc. Donc, afin que cette unité de stockage-là puisse être reconnue et donc manipulée par le système de fichiers du système d'exploitation, il va falloir la formater selon un format qui est compris, qui est reconnu par le système d'exploitation. Donc, des fois, ça se peut très bien d'avoir mis une clé USB, supposons moi ça m'est arrivé quelquefois, mettre une clé USB sur Ubuntu, puis dès qu'on remet cette clé USB-là sur Windows, Windows dit euh, il y a un problème avec la clé USB, est-ce que vous voulez la formater ou continuer quand même? Puis ça, justement, c'est peut-être des fois parce qu'il y a eu des modifications dans le formatage ou quoi que ce soit. Ça arrive aussi sur Mac aussi. Donc, on va parler un peu plus en détail du formatage. Donc, si vous avez déjà formaté une clé USB, vous voyez très bien que, dans le fond, on va vous donner plusieurs choix de format, NTFS, puis sur Linux aussi, FFS aussi, on va en parler plus tard des différents types de formatage, mais brièvement, quand on formate un disque, ça efface les données sur le périphérique, puis ça va créer le répertoire racine du système de fichiers. Puis on va parler un peu de ce que c'est ce répertoire racine-là, qui permet en fait de stocker les informations sur le disque qu'on vient de formater pour donner un peu plus d'informations au système d'exploitation sur qu'est-ce qu'on vient de créer comme disque. Donc, dans Unix, Linux, il y a également la création d'un superbloc permettant d'assurer l'intégrité du système de fichiers. Donc, c'est ça, on a vraiment des partitions au début du disque qui permettent de dire des choses comme il y a combien de stockage, il y a c'est ça la taille du disque, l'espace disponible et tout. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de certains scams qui se passent. Souvent, on voit ça défiler sur Facebook ou sur des sites comme Wish. Ça, désolé du nom, mais des disques, on voit des clés USB qui font 2 TB, 3 TB, 10 TB, des choses qui font aucun sens. Puis il y a une chaîne YouTube, donc Linus Tech Tips, qui a regardé un peu en détail qu'est-ce qui se passait avec ces clés-là. Puis c'est vraiment, en fait, il y a ceux qui créent ces disques-là vont venir un peu, si on veut, hacker les blocs qui décrivent l'intégrité du système de fichiers, puis qui vont venir modifier ces valeurs-là pour dire, dans le fond, il y a 10 TB. Donc comme ça, quand on va plugger, quand on va connecter la clé USB, on va voir, bon, c'est une clé de 10 TB. En réalité, c'est peut-être une clé de 4 GB. Donc, un fichier, qu'est-ce que c'est? Ça permet de manipuler un ensemble de données. Donc, un fichier va regrouper plusieurs données. Puis c'est ça, c'est un conteneur qu'on peut manipuler. Vous l'avez déjà fait en laboratoire avec des opérations read, write, open, rename, close, ce genre d'opérations-là. Donc, pour un fichier, il y a deux catégories d'attributs. Il y a les attributs de contrôle d'accès, donc les bits de protection, puis il y a l'état du fichier. Donc, taille, date, indicateur de type de fichier. Justement, état du fichier, on voit ici la même chose pour les partitions. Ça fait des tailles, dates. Si on arrive à hacker ces données-là, on pourrait faire reconnaître au système d'exploitation qu'on a un fichier de 1 billion de terabytes, quand en réalité, il pourrait avoir 1 kilobyte. Donc, c'est vraiment ces informations-là qui contiennent un peu comme les métadonnées, si on veut, du fichier. Tandis que la première catégorie, c'est plus comme contrôle d'accès, les protections, read, write, execute, des choses comme ça. Donc, on va maintenant parler du stockage des fichiers. Donc, il y a plusieurs politiques qui existent, comme on voit les clés USB qui fonctionnent souvent avec FAT32 ou NTFS sous Windows. On a les disques pour macOS qui sont APFS, je pense, Apple File System. Puis, il y a d'autres politiques comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on stocke les fichiers dans une série de blocs de taille fixe. La gestion de ces blocs-là, on va voir en détail avec les différents types de formatage, comment c'est manipulé. Mais souvent, c'est des blocs de 512, 1024 ou 2048 octets. L'unité de stockage d'un fichier, c'est un bloc.
Donc, on a une fragmentation interne, comme un peu ce qu'on avait avec la gestion de la mémoire pour les segments, sauf que là, c'est pour des blocs. Donc, on va découper un fichier en plusieurs blocs de même taille. Donc, un petit rappel sur ce qu'on a vu précédemment, on peut utiliser un super bloc pour stocker les informations sur le volume, comme le nombre de blocs, leur taille, etc. Bref, les métadonnées, si on veut, du fichier. Donc, lorsqu'on lit ou on écrit dans un fichier, on doit déplacer en mémoire tous les blocs qui sont lus / écrits. Puis, rappelons que le bloc, c'est vraiment l'unité d'allocation. Donc, on va vraiment bouger tous les blocs qui touchent au fichier. Comment est-ce qu'on peut savoir si un bloc est libre ou occupé dans un fichier? En fait, souvent, on va avoir soit une liste chaînée de tous les blocs libres, puis quand un bloc devient occupé, on l'enlève de cette liste chaînée-là, ou on a une table de bits, comme une bitmap en fait, qu'on va appeler, qui permet d'identifier quels blocs sont libres ou occupés. Dans le fond, cette bitmap-là va avoir autant d'entrées qu'il y a de blocs. Puis le bit 1, c'est pour identifier que le bloc est occupé, 0 pour libre. Donc, on va parler des différentes façons d'allouer des fichiers, d'allouer des blocs pour des fichiers. Donc, premièrement, on a quelque chose de très simple qui est des blocs contigus. Donc, la démonstration, on l'a juste à droite ici. On a un fichier count qu'on voit ici, qui, selon notre directory, qui est un peu comme des métadonnées sur les fichiers, on voit que count commence au bloc 0 et a une longueur de 2. Puis ce qui est le fun avec les blocs contigus, c'est que des blocs qui vont se suivre, si on veut. Donc là, on voit ici, on commence à 0. On a deux blocs, donc on est 0 et 1. Même chose ici pour le fichier F. Ça commence au bloc 6, ça a une longueur de 2, donc 6 et 7. TR commence au bloc 14, puis on a une longueur de 3, donc 14, 15, 16, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette méthode d'allocation-là? C'est que c'est vraiment facile à implémenter. Ça a une bonne performance de lecture, puis qu'on n'a rien qu'à chercher le bloc à l'index plus 1 en fonction de la longueur. Finalement, on a l'allocation des blocs non contigus. Donc, on voit ici qu'on a le fichier Jeep qui commence au bloc numéro 9. Donc, on l'a juste ici. Puis qui termine au bloc 25. Donc, ce qui se passe, c'est que chaque bloc, on va avoir des métadonnées, si on veut, qui vont nous pointer vers le bloc suivant. Donc, c'est pas des blocs qui sont un à côté de l'autre, comme on voit, ils sont un peu partout dans le disque. Donc, c'est de cette façon-là, avec des pointeurs vers le prochain bloc, qu'on va savoir comment aller au bloc suivant. Puis dès qu'on arrive au bloc 25, on voit ici que le pointeur c'est -1, c'est une valeur invalide. Donc, on dit, OK, on est à la fin du fichier. Donc, conclusion, c'est fragmentation externe, mais on a aussi un temps d'accès qui est plus lent. C'est pas juste d'aller plus 1 en fonction de la longueur. Donc, comment est-ce qu'on fait exactement pour savoir quel est le bloc suivant? C'est un peu ce qu'on a dit précédemment, on utilise une table d'index. Donc, on voit ici qu'on a un fichier, on a le bloc de début qui est 217. 217 dit 618. À 618, on a 339. À 339, on a end of file. OK, on va commencer à parler maintenant des types de formatage. Donc, on va commencer par un formatage qui est bien connu. Souvent, quand j'ai pas une clé USB en ce moment de connecter à l'ordinateur, mais souvent quand sur Windows, vous faites clic droit, formater le disque, vous allez avoir FAT32 ou NTFS, je crois. Je ne sais pas s'il y en a d'autres de mémoire, mais bref, c'est bien connu. Donc, c'est utilisé pour les disquettes. MS-DOS utilisait ça, puis les clés USB, justement. Donc, vous ferez le test par vous-même avec une clé USB. Si vous voulez la formater, vous allez voir que vous avez un drop-down avec plusieurs politiques que vous pouvez utiliser qui sont supportées par Microsoft Windows. D'où le problème, si vous connectez une clé USB et que vous la formatez sur Linux ou sur macOS, ça se peut très bien qu'en la connectant, à Windows, Windows va vous montrer un petit pop-up qui dit « OK, je connais pas vraiment ce formatage-là. Est-ce que vous voudriez reformater la clé USB. » Donc, c'est justement, on avait dit plutôt qu'il faut s'assurer d'avoir un formatage qui est reconnu par le système d'exploitation.
Donc, FAT, comment ça marche? C'est des blocs qui sont non contigus, comme on a vu précédemment. Puis la File Allocation Table, qui est d'ailleurs d'où vient le nom du formatage, c'est une table dont l'index est le numéro du bloc. Donc, l'entrée dans cette table-là identifie le numéro du bloc suivant. -1 si on a end of file, exactement comme on a vu plus tôt. Puis, on a un bit d'utilisation. Donc, 1, c'est le bloc qui est utilisé, 0, c'est le bloc qui est libre. On utilise une structure de données qui s'appelle un répertoire pour savoir quel est le premier bloc d'un fichier. Donc, dans le fond, ce qu'on va avoir, un répertoire, on va avoir un répertoire, si on veut, pour chaque fichier. Ça, c'est, on voit le cas précis d'un MS-DOS. On a le nom du fichier, on a d'autres métadonnées. Puis, on va voir ici qu'on a un bloc qui est réservé au numéro du premier bloc. Donc, en allant chercher ce premier bloc-là, on a vu comme ici, on a notre premier bloc, puis ce premier bloc-là va nous permettre de nous promener un peu partout dans la mémoire jusqu'à temps d'arriver au end of file. Donc, c'est un peu notre point de départ ici. Maintenant, NTFS, c'est ça qui est utilisé avec Microsoft Windows. Donc, la partition NTFS contient des fichiers, répertoires, bitmaps et d'autres structures de données. Ce qui est important ici, ce qui est différent des autres formatages qu'on a vus, puis des autres du reste de la théorie qu'on a vu sur le formatage, c'est qu'on a une master file table qui est vraiment la structure de données principale qui va donner, comme on voit ici, chaque entrée de la master file table contient l'information d'un fichier ou répertoire. Puis chaque entrée fait 1 kilooctet, puis on va avoir justement des blocs de données, on va en parler plus tard. Puis c'est ça, c'est un peu comme on avait ici le répertoire, sauf qu'ici, on contient vraiment plus d'informations. On va voir ça tout de suite en détail. Donc, on va voir ici en détail la master file table. Donc, si un fichier ou un répertoire est trop gros, il n'y a aucun problème. On a vu ici qu'on était peut-être limité en taille. On va pouvoir utiliser plusieurs entrées chaînées de la master file table. Donc, on va pouvoir chaîner plusieurs entrées. Donc, bitmap, comme à l'habitude, permet de récupérer si les enregistrements sont libres ou occupés. Donc, ici, on voit la master file table qu'on a juste ici. Oh, pardon. J'ai le truc en dessous. Mais on a justement le répertoire root, on a aussi de l'information sur la taille du fichier, les métadonnées, puis on a le premier bloc aussi. On a aussi les blocs réservés. Maintenant, on va parler du formatage qui est utilisé avec Linux, donc FFS pour Fast File System, qui est aussi appelé UFC, Unix File System. Donc, on voit en haut, j'ai mis 2 liens très importants à regarder. C'est de là que je tire l'information, puis c'est très intéressant. Quand il y a des petits liens dans les diapositives, je vous conseille fortement d'aller les regarder. Donc, on voit ici qu'on a le boot block. Ça, c'est un bloc qui contient vraiment le programme qui permet de booter le système d'exploitation minimalement, si on veut. Après ça, on a le super block qui est utilisé de la même façon que pour les autres file systems, qui contiennent en fond des métadonnées sur l'ensemble de la mémoire, sur l'ensemble des fichiers. On a maintenant ce qu'on a vu au premier cours, les inner. Donc, c'est des structures qui décrivent les fichiers et les blocs, les data blocks qui sont reliés. Dans le fond, ces blocs-là, c'est tous les blocs de données qui sont accédés comme on avait dans le schéma ici. Une liste de tous les blocs. Donc, c'est ça qu'on retrouve ici. On va voir à la diapositive suivante un détail, un inner qui est détaillé. Donc, le inner, c'est vraiment le nom du fichier, les accès, les choses comme ça, puis un pointeur vers les data blocks qui sont reliés à ce fichier-là. Donc, l'inner contient l'information du fichier, comme on a dit, les adresses des blocs de données, comme on voit ici, adresse du premier bloc, adresse du deuxième bloc, adresse du 10e bloc, etc. La taille du fichier, l'identifiant du fichier, etc. Donc, c'est tout pour FFS. Maintenant, on a une variante de FFS qui s'appelle le Linux Extended to File System. Donc, ce qui se passe avec ce système de fichiers-là, on a encore le boot, mais on se rend compte ici qu'on n'a plus un super bloc qui est dédié avec plein de inodes puis des data blocks à la fin. On voit qu'on a boot, puis après ça, on a des groupes de blocs. Chaque groupe de blocs va être comme une mini-version de ce qu'on retrouve ici. Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris.
dans le sens que chaque groupe de blocs va avoir son propre superbloc avec ses métadonnées, ses propres descripteurs, sa propre bitmap pour savoir qu'est-ce qui est libre, qu'est-ce qui est occupé, ses propres inodes qu'on voit ici, puis ses propres data blocks. Donc, on fait vraiment juste, on dit, je garde mon bout de bloc qui est séparé, puis ça, en fait, à la place d'avoir un seul superbloc pour tous les inodes, puis tous les data blocks, je vais splitter ça en plusieurs groupes. C'est vraiment ça la philosophie qu'il y a derrière ça. Encore là, il y a un lien, je vous conseille de le regarder. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête en fonction pour les systèmes de fichiers? Vraiment, l'efficacité du temps d'accès au bloc. On a vu ça contigu versus non contigu. Il faut une bonne gestion de l'espace, intégrité des métadonnées, partage des blocs avec copy on write. On retourne là à ce qu'on a vu au deuxième cours. Chiffrement. Des fois, c'est possible de chiffrer les disques. Je sais que avec Windows 10 Pro, vous avez cette fonctionnalité-là, mais il faut payer pour la version Pro. Avec Linux, c'est complètement gratuit. En fait, vous avez le choix de chiffrer votre disque quand vous installez le système d'exploitation. Clonage efficace des fichiers, dans le sens que si on copie deux fichiers puis que dans une copie il y a juste quelques modifications, on va juste sauvegarder les modifications. Maintenant, on va parler d'un petit extra si on veut. Donc, les liens symboliques. C'est vraiment des pointeurs qu'on crée qui pointent vers un fichier. Puis ça permet justement de créer un lien vers un fichier qui n'est pas forcément dans le même système de fichiers. Je sais que, bon, ça c'est peut-être pour ceux qui connaissent nginx. Moi, j'ai commencé à travailler avec ça pour un peu faire des tests dans AWS pour mettre en place Autolab. C'est ça, j'avais fait un test sur nginx d'une application Angular. Puis, dans le fond, dans nginx, vous avez un répertoire qui contient toutes vos applications que vous voudriez peut-être implémenter que vous voudriez peut-être hoster. Puis, vous avez un autre répertoire qui contient les sites qui sont activés, les serveurs qui sont activés. Puis ce que vous faites quand vous voulez activer un serveur, vous pouvez aller dans le répertoire des sites activés, puis créer un lien symbolique qui va pointer vers un fichier qui est dans les sites available, si on veut. C'est ça le nom du répertoire. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va créer dans le répertoire des sites actifs un pointeur vers un fichier qui est dans les sites available. Puis ça va permettre justement d'éviter la duplication de fichiers et tout. Puis c'est ça, vous avez l'appel système qui est Symlink, puis vous pouvez créer des liens symboliques avec LN avec l'option S pour symbolique. Donc ici, il y a un petit exercice, je ne vais pas le faire avec vous. La vidéo, c'est vraiment juste pour vous présenter la théorie. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a bien aidé. Puis, à la prochaine.